Bon, en tout cas, bienvenue à ceux qui nous rejoignaient. Merci à vous de prendre part à ce deuxième live TikTok de l'association EOMA, l'essentiel d'outre-mer et d'ailleurs, après celui du 28 août, le mois dernier, qui est avec en invité monsieur Jean Javani de l'association AD3L. D'ailleurs, cette vidéo, vous pouvez la retrouver en intégralité sur la page YouTube de l'association essentielle d'outre-mer et d'ailleurs. Alors ce soir, nous avons le plaisir, l'immense plaisir et l'honneur de recevoir cette fois-ci Madame Carole Carrière, qui est praticienne en médecine alternative. Alors qu'est-ce que c'est la médecine alternative? C'est un bien grand mot. En résumé, c'est tout ce qui est du domaine des neurosciences, de la naturopathie, l'hypnose, etc. Mais elle est aussi présidente et fondatrice de l'association Au-delà de la résilience. Alors c'est une ONG dédiée à l'accompagnement des femmes et des enfants victimes de violences. Alors ce soir, nous aurons un échange instructif et constructif avec monsieur David Andrew, qui est président fondateur honoraire de l'association essentielle d'outre-mer et d'ailleurs, mais aussi écrivain et poète, mais surtout fervent défenseur de la laïcité. Alors merci à vous deux, merci à David d'avoir initié ce second live TikTok pour parler de la laïcité. Alors ce soir, cet échange va se dérouler en 3 parties. La première partie, ça va être une présentation de notre invitée du soir, donc Madame Carole Carrière, qui va nous parler de ses projets, qui va nous parler de ce qu'elle fait exactement dans l'accompagnement des femmes, de son avis à propos de la laïcité, de la place de la femme dans l'outre-mer, en France et dans le monde, etc. En deuxième partie, on aura un lien qui sera établi entre la laïcité et la femme dans la société, la laïcité comme levier d'aide au respect des droits des femmes, et en troisième partie, la femme dans l'Hexagone, en Outre-mer et dans le monde, qui mettra l'accent sur les défis, les droits et les challenges. Puis on finira par le bilan, n'est-ce pas? Mais avant de commencer cet échange passionnant entre David Andrew et Carole Carrière, je vais vous parler d'Olympe de Gouges, parce que le président fondateur honoraire m'a fourni un texte d'Olympe de Gouges. Pourquoi est-elle célèbre? Alors, elle est considérée comme l'une des pionnières françaises du féminisme et elle est souvent prise pour emblème par les mouvements pour la libération des femmes. Alors, elle est aussi auteure de nombreux romans et pièces de théâtre. Elle s'engage dans des combats politiques en faveur des Noirs et de l'égalité des sexes. Alors, son écrit politique le plus célèbre est la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, qui est parue en septembre 1791, et c'est un véritable manifeste du féminisme qui était adressé à Marie-Antoinette. Alors, afin de se plonger dans le contexte, je vais vous en lire un petit extrait. Ça vous dit? Oui, absolument, absolument. On est toutes. Et bonsoir aussi à ceux qui nous rejoignent, Love Closing. Bonsoir à vous. Alors, cet extrait du texte d'Olympe de Gouges est celui-ci. Homme, es-tu capable d'être juste? C'est une femme qui t'en fait la question. Tu ne lui ôteras pas du moins ce droit. Dis-moi, qui t'a donné le souverain empire d'opprimer mon sexe? Ta force? Tes talents? Observe le Créateur dans sa sagesse. Parcours la nature dans toute sa grandeur dont tu sembles vouloir te rapprocher et donne-moi, si tu l'oses, l'exemple de cet empire tyrannique. Remonte aux animaux, consulte les éléments, étudie les végétaux, jette enfin un coup d'œil sur toutes les modifications de la matière organisée. Et rends-toi à l'évidence quand je t'en offre les moyens. Cherche, fouille et distingue si tu le peux. Les sexes dans l'administration de la nature, partout tu les trouveras confondus. Partout ils coopèrent avec un ensemble harmonieux à ce chef-d'œuvre immortel. L'homme seul s'est fagoté un principe de cette exception. Bizarre, aveugle, boursouflé de science et dégénéré dans ce siècle de lumière et de sagacité, dans l'ignorance la plus crasse. Il veut commander en despote sur un sexe qui a reçu toutes les facultés intellectuelles. Il prétend jouir de la révolution et réclamer ses droits à l'égalité, pour ne rien dire de plus. Alors là, c'est un texte significatif de Madame Olympe de Gouges et qui nous met bien dans le contexte de la laïcité et de la place de la femme dans ce contexte de la laïcité. Alors n'hésitez pas, ceux qui nous rejoignent, à réagir en commentaire, bien sûr, à tapoter votre écran pour propulser le live et bien sûr à poser vos questions si vous en avez.
Vous avez aussi la possibilité de rejoindre le débat en direct, une fois qu'il aura commencé, c'est-à-dire dans quelques secondes. Et vous pourrez demander une invitation en bas de votre écran avec l'icône invité qui est en bleu et rose, me semble-t-il. Oui, voilà, c'est ça. Alors voilà. À toi la parole, David Andrew, qui, je rappelle, est président fondateur honoraire de EOMA. Merci à toi, Communica, pour cette belle entrée en matière. Merci à Carole d'avoir accepté l'invitation pour notre deuxième live TikTok. Merci à Georges Avali d'avoir ouvert aussi le bal au mois d'août dernier. Donc aujourd'hui, donc sous ces 3 parties, donc là on est dans la partie présentation, Carole. Donc là c'est toi qui vas avoir la parole. Tu vas nous parler de ton association, de la Résilience, France Outre-mer. Alors Carole, tu es aussi docteur, hein, docteur en neurosciences, donc tu vas aussi nous en parler. Qu'est-ce que tu fais, Carole? Qu'est-ce que c'est que tout ça? Qu'est-ce que tu fais pour la femme en France? Qui est Carole? Qui est Carole Carrière et quelles sont les actions de Carole Carrière? C'est à toi. Alors déjà, merci beaucoup pour cette invitation et sur un sujet qui me touche profondément. Et en parler, laïcité, de toute façon, l'homme vient de la mer. Alors, qui suis-je? Ben moi, je suis entre le croisement de tout ce qui est le soin, la résilience, l'accompagnement. Et c'est pour ça que je me suis plongée dans les neurosciences il y a maintenant plus de 20 ans. Je suis également sophrologue, naturopathe, parce que lorsqu'on commence, on ne s'arrête plus, parce qu'on a vraiment besoin de comprendre l'humain. Je fais également tout ce qui est EFT, donc c'est tout ce qui est le tapoting pour pouvoir enlever les traumatismes et ainsi de suite. Et j'œuvre avec mon association maintenant depuis plus de 6 ans sur l'accompagnement des femmes, sur sa résilience et surtout sur son autonomie financière. Donc on travaille, j'ai commencé d'abord par l'Afrique, j'ai fait le Togo, j'ai fait Paris, là je m'attaque aux Antilles mais plus fort que jamais parce qu'il y a cette connaissance de la femme qu'on doit avoir et surtout notre histoire en tant que femme et l'empreinte qu'on a. On a commencé par une très belle citation. Moi je vais continuer avec les sœurs Nardal pour ceux qui ne les connaissent pas. Je pense que le président les connaît. Voilà, ça a été le premier salon littéraire en France qui a été à Paris. C'était à Clamart, c'était la rencontre de tous les littéraires, de tous les intellectuels. Et c'est de là qu'est sortie quand même une revue. Où il y a eu cette revue qui était spécialement pour les Noirs, sur la connaissance de tout ce qui était. Et là, on était vraiment sur les Noirs, aussi bien africains et on avait également les États-Unis. C'est pour ça que cette revue, elle était également en anglais. Il y a eu que 6 exemplaires, malheureusement. Oui. Ça n'a pas duré longtemps, mais on peut les consulter à la banque, à la BNF. Ah, il y a des archives qu'on peut consulter. Super, d'accord, très bien. Continue, Carole. Donc on peut les consulter à la BNF. Et ce qui est très intéressant, c'est que là, on parle vraiment de tout ce qui est aussi bien de la culture, comment travailler entre nous, entre Noirs, population. Et là, il n'y avait pas de distinction entre Afrique ou quoi que ce soit, puisque lorsque les sœurs Nardal ont commencé à créer leur revue, elle a été faite également avec des Haïtiens. Donc là, on avait vraiment quelque chose de multiculturel et qui permettait, c'était ce lieu où on se retrouvait, on allait boire un verre et on parlait. On avait tous les étudiants ultramarins qui venaient d'Afrique, de partout. Et malheureusement, par manque de fonds, par manque de sororité, ce fameux mot qui est à la mode aujourd'hui, il n'y a pas eu assez de fonds pour qu'on puisse continuer à aller dans cet élan. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on a encore un café qui est identique, qui est en Haïti, on en a un autre encore aussi à Paris. Mais ce serait bien qu'on puisse continuer à valoriser l'ensemble de ces choses pour pouvoir travailler sur la laïcité, travailler sur comment on évolue au fil du temps, parce que là c'est très important en tant que femme, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Et je m'arrêterai là parce qu'on était sur ma présentation et je vais aller trop loin. Non, mais c'est pas grave, c'est très intéressant et j'allais rebondir là-dessus. Est-ce que tu peux nous dire déjà quels sont les prochains projets à venir pour ton association? Alors, le tout prochain projet, là, le 24 octobre à Paris, on fait une journée pour
reconversion et rémission. C'est quelque chose qui est très important pour moi parce que lorsqu'on parle de rémission après le cancer, on ne pense pas à ces personnes qui sortent de la maladie et qui aujourd'hui ont besoin de se reconstruire. Donc avec l'association, on va travailler avec ces personnes, travailler sur leur mindset, travailler sur qui je suis, mon identité. Donc et là on travaille énormément avec les neurosciences là-dessus parce qu'on va aller chercher le traumatisme de la maladie et surtout le traumatisme parce que lorsqu'on parle de rémission, on parle de renaissance. Donc on renaît, mais on renaît comment? Et quand on renaît, la plupart du temps, c'est je laisse tout tomber, j'ai envie de vivre à 100 à l'heure. Et là, c'est vraiment dire on va mettre un gros coup de frein et puis on va prendre les choses bien dans le bon sens. Regarder ce qu'on a envie de faire, délier la parole aussi, parce qu'il y a les traumatismes qu'on a eus, et ces traumatismes, il va falloir en parler, et puis il va falloir délier la parole, s'il faut que ce soit public, ce sera public, parce qu'aujourd'hui on a besoin aussi que ce soit public pour que ça puisse aider les autres, et c'est ça qui est très important au sein de l'association. Donc c'est une journée qui va être qu'on fait en partenariat avec Transition Pro, c'est dans leurs locaux, ce sera la maison de c'est dans le 10e, et l'entrée elle est gratuite. Et durant toute cette journée, les femmes, elles vont avoir des soins de beauté. Hein. On va leur apprendre à redessiner leurs sourcils parce que c'est quelque chose qui est important après les chimios. Elles vont avoir également des conseils avec tout ce qu'il y a comme dispositif en termes de financement, soit pour créer leur entreprise, soit pour effectuer leur reconversion professionnelle. Donc c'est une journée qui leur est dédiée sur la reconstruction. Et en plus, au-delà de ça, on va aller encore plus loin. On va avec les intolérances alimentaires, où on va avoir des ateliers culinaires. Et comme au mois d'octobre, ce sera autour du potiron. Donc ça, c'est le prochain événement. Et derrière, il y a le salon de la solidarité qui aura lieu en Guadeloupe au mois de novembre, où on sera présent. Très important parce qu'il y a eu une ouverture de la Maison de la Femme également en Guadeloupe. Et là, on doit commencer à apporter tous les ateliers, et c'est les ateliers qu'on va déployer sur la Guadeloupe, Martinique, Guyane, Saint-Martin, Marie-Galante et partout, parce qu'on a des personnes partout sur les territoires d'outre-mer. Et là, on va déployer les ateliers sur tout ce qui est écoute, parole, suite à des violences. Et quand on parle de violence, on ne parle pas seulement de la violence physique. On a la violence psychologique, on a la violence financière, on a tous les types de violences. On a la petite violence silencieuse, celle qui rentre le petit regard mesquin qu'on a par un collègue, un collègue de travail qui nous fait sentir qu'on n'est pas à notre place, ou la manière dont on va remettre un dossier, la manière dont il va être pris dans notre main et qu'on va nous regarder. Et toutes ces choses-là, on apprend à les décoder à l'ensemble des femmes qui viennent nous voir parce que c'est important. Et quand on parle de la violence de la femme et de l'enfant, parce qu'une maman, elle procrée, et puis cette maman, quand elle sort de ces violences, si on l'aide pas pour qu'elle ait une reconversion choisie et non pas subie, parce que la plupart du temps on nous dit, maintenant il faut aller travailler pour amener de l'argent et payer les factures. C'est pas ça la vie. La vie c'est, j'apprends à me reconstruire, j'apprends qui je suis, je m'accepte et je fais quelque chose qui me plaît. Et si je fais quelque chose qui me plaît, je vais avoir le sourire à la maison, mes enfants vont être heureux et je vais pas me retrouver avec des enfants qui auront envie de m'aider et peut-être pas de la bonne manière, pas avec les bonnes fréquentations et on fait rentrer une seconde violence au sein de la maison, mais qui n'est pas souhaitée. Et il est très important. Et ce volet psychologique aujourd'hui, il n'est pas assez travaillé. À mon sens, et c'est pour ça que c'était très important que nous, on ait cet objet dans l'association, parce qu'il est important de prendre en considération les personnes. C'est pas, c'est fini, c'est super, t'es résiliente. Non. L'association, elle s'appelle Au-delà de la résilience parce qu'on veut voir au-delà. On veut voir au-delà de cette personne, qui elle est et à quoi elle peut aspirer et jusqu'où on peut l'emmener. Merci beaucoup. Alors Carole, permets-moi de te poser la question, voilà, l'adresse. Comment faire pour te contacter? Les personnes qui seraient intéressées de participer à cette journée du 24 octobre, c'est bien cela, à Paris? Oui. Donc je suppose que c'est dans le cadre de Octobre Rose également, non? C'est dans le cadre d'Octobre Rose. Donc comment faire pour prendre contact avec l'association pour participer ou pour simplement avoir un accompagnement? D'accord. Donc il y a juste à faire le mail. Le mail il est génial parce que moi j'ai réussi à avoir le nom. Donc c'est contact@france-outremer.fr. Tout simplement. Tout simplement. On salue encore ceux qui sont venus. J'ai vu Nelly. Donc, si c'est Nelly, notre présidente d'association, Nelly, demande à monter en tant qu'invité sur ton portable. Il y a un petit icône rose et bleu. Tu cliques là-dessus. Demande à monter en tant qu'invité. Comme ça aussi, tu pourras aussi avoir la parole et te présenter aussi aux abonnés.
en continuant le temps que Nelly fasse tout ça. Donc là, on a fait la présentation, on y reviendra aussi à la fin. Donc, on va passer à la deuxième partie où là, on va à chaque live, on fera un rappel de ce qu'est la laïcité. Qu'est-ce que la loi de 1905? On va détailler un peu tout ça. Donc, je vous ai préparé un discours pour chaque partie que je vais vous lire. Et suite à cette lecture, on va échanger avec Carole, qui va nous donner son point de vue de neurosciences et de présidente d'associations et d'action par rapport aux femmes. Et comme l'a précisé aussi Communicante, par rapport à ce que je dis, vous pouvez poser des questions, elle va les relayer Communicante, et vous pouvez demander à monter aussi dans le live en tant qu'invité pour pouvoir aussi parler, qu'on puisse vous voir, voilà, que vous puissiez monter dans le live et participer. Donc cette première partie, la définition de la laïcité. On parle beaucoup de la laïcité, donc je vais vous dérouler une présentation assez large pour que ça puisse être compris, qu'elle puisse être comprise de tout le monde. C'est bon pour toi, Carole? C'est bon pour toi, Communicante? C'est parfait pour moi. C'est parfait. Alors, qu'est-ce que la laïcité? La définition? La laïcité. Alors, la laïcité est un système juridico-politique. C'est un principe sacralisé au travers de la loi du 9 décembre 1905 de séparation des églises et de l'État. Loi qui a vu le jour avec la commission Briand-Buisson. Aristide Briand et Ferdinand Buisson, respectivement rapporteurs et présidents de la commission parlementaire qui accouchera de la loi du 9 décembre 1905. La loi du 9 décembre 1905 dispose notamment la séparation des affaires religieuses de celles de l'État, la neutralité de l'État et le non-subventionnement des cultes, sauf prise en charge dans les lieux fermés, hôpitaux, casernes, prisons, internats, sauf dans les départements non soumis à la loi de 1905. Donc là, on va parler de l'Alsace-Moselle, mais aussi de Mayotte, de Wallis et Futuna, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la Guyane et des terres australes et antarctiques françaises. Ces départements, en fait, ils sont régis par d'autres régimes juridiques, tels que la loi du 1er juillet 1904, voilà, sur les associations, ou les décrets loi Mandel du 16 janvier et 6 décembre 1939, ou encore l'ordonnance royale de Charles X du 27 août 1828. Ça, c'est plus spécifique en Guyane là-dessus, et c'est plus spécifique au culte catholique. Mais également, on ne parle pas souvent de la loi du 2 janvier 1907. C'est la loi dite des associations mixtes, c'est-à-dire que les associations peuvent à la fois avoir un volet cultuel, mais aussi un volet social ou un volet culturel. Ou alors, ils peuvent prendre le parti d'avoir juste le volet cultuel et de ne pas être régi par la loi de 1905. Ça aussi, c'est important à savoir par rapport aux différentes lois et à cette loi du 2 janvier 1907 dont on ne parle pas très souvent. La loi donc de 1905 proclame également la liberté de conscience. Et la liberté de conscience, c'est quoi? Eh bien, c'est le choix de croire ou de ne pas croire. Mais aussi, avec tout ce que j'ai pu entendre et vivre comme formation, c'est aussi la liberté d'autodétermination liée à l'altérité de chaque individu qui est libre d'être qui il veut, d'être ce qu'il est en réalité. Voilà, sans pression quelconque, politique, culturelle, religieuse. C'est la liberté d'être soi et en étant soi, de faire un choix, de croire ou de ne pas croire. C'est aussi la liberté de culte, bien sûr, la pluralité convictionnelle. C'est aussi la non-discrimination, quelle que soit sa religion, et l'interdiction d'obstruction à l'exercice du culte. Et pour les citoyens, de ne pas se prévaloir de ces pratiques religieuses pour se soustraire aux exigences de l'ordre public. Donc nous l'avons dit, la loi du 9 janvier 1905 se singularise par la neutralité de l'État, mais également de tous les agents exerçant une mission de service public. Il en est de même pour les scolaires et aux bâtiments publics, pour les bâtiments publics. L'article 1 de la loi du 9 décembre 1905 dispose que la République garantit la liberté de conscience, point. Elle assure le libre exercice des cultes sous les seules réductions édictées ci-après par la loi, dans l'intérêt de l'ordre public. L'article 2 dispose, la République ne reconnaît, ne salarie et ne subventionne aucun culte. Le principe de la laïcité est constitutionnalisé au travers des constitutions de 1946 et de 1950.
58. Celle du 27 octobre, 46 et 58. Donc celle du 27 octobre 1946, nul ne peut être lésé dans son travail ou son emploi en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances. Et celle du 4 octobre 1958, la France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité de tous devant la loi, sans distinction de sexe, d'origine ou de religion. Je ne dis pas de race, puisque ça a été radié. Avant, on disait race, mais ça a été radié. Donc, c'est sans distinction de sexe, d'origine ou de religion. Enfin, notons quelques lois qui ont renforcé la loi du 9 décembre 1905 en mettant un peu plus de le devant de la scène l'intérêt porté aux femmes sous couvert d'attaques communautaristes, islamiques notamment, au sein de l'école publique. Donc on parle de la loi du 15 mars 2004. Dans les écoles, collèges et lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. Le règlement intérieur rappelle que la mise en œuvre d'une procédure disciplinaire est précédée d'un dialogue avec l'élève. Et également, très récemment, la circulaire du 31 août 2023 par le ministre de l'Éducation nationale de l'époque, Gabriel Attal, précise que le port de type abaya ou camis manifeste ostensiblement une appartenance religieuse et ne peut être admis dans les établissements scolaires, conformément à la loi du 15 mars 2004. Une autre loi, souvent associée à la laïcité, ayant au final comme double fondement le respect de l'ordre public et également l'exigence fondamentale du vivre ensemble, est souvent associée à la laïcité, mais ce n'est pas une loi de la laïcité, mais je la cite néanmoins, c'est la loi du 11 octobre 2010, qui interdit la dissimulation du visage dans l'espace public. Donc voilà en gros les grandes lignes de présentation de cette loi. Si vous avez des questions, posez-les ou me demandez à monter dans le live. Est-ce que Nelly aussi demande à monter s'il te plaît dans le live. Donc est-ce que tu as des remarques aussi par rapport à cette présentation, Carole? Alors moi par rapport à la présentation, la laïcité, à partir du moment où on a commencé à parler du voile, il y a pas mal de choses où on n'est pas rentré dans l'histoire, on n'est pas rentré dans comment fonctionnaient les gens et surtout dans les différentes religions. Et là, c'est très important de le dire. Dernièrement, il y a des gens qui étaient étonnés de savoir que les femmes juives portent des perruques pour pouvoir couvrir leur tête. Ça a toujours été. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on fait pour copier les blacks qui portent des perruques. Non, ça a toujours été. Ça fait partie de la religion juive. Derrière, dans la religion catholique, on a toujours couvert notre tête. On a toujours couvert notre tête. Après, si on va en Bretagne, les femmes bretonnes couvraient leur tête. Et c'était une obligation parce que c'était au niveau catholique. Après, on a décidé que c'était maintenant style un costume, une relique. Mais ça faisait vraiment partie de tout le monde. Et puis après, lorsque toutes ces lois, elles ont été mises en place, on n'a pas été regarder les particularités au niveau des Outre-mer. On n'a pas été regarder au niveau de Mayotte. Où là, les personnes sont musulmanes, et puis il y a des choses qui sont vraiment ancrées dans les familles, dans la manière de faire. Et c'est vrai que la laïcité, ça a pris du temps, ça prend encore du temps sur les territoires d'outre-mer et autres, parce que on n'a pas expliqué aux gens, on n'a pas expliqué le fondement. C'est comme si on arrive et puis on nous dit, voilà, vous avez toujours fonctionné comme ça, aujourd'hui c'est fini. Non, ça se termine pas comme ça. Il est intéressant de savoir, de se rapprocher. Et à chaque fois qu'il y a eu des lois, que ce soit laïcité ou autre, on ne se rapproche pas des gens pour comprendre leur fonctionnement et pas faire tomber quelque chose tel un coup près. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on choisisse d'agencer ou d'appliquer la loi dans certains territoires. Il faudrait d'abord qu'il y ait une discussion, qu'il y ait une pédagogie qui soit faite à la fois avec les chefs religieux, à la fois avec les institutions éducation nationale, etc. Bref, avec les acteurs, avec la population. Oui. La population se prépare à ce changement qui devra de toutes manières arriver. Mais tu as tout à fait raison, il doit y avoir une pédagogie avant l'application de la loi et des changements dans des territoires où les habitants ont des habitudes, j'allais dire ancestrales, mais en tous les cas depuis de très nombreuses années. C'est cela. C'est vraiment ça, parce que quand on regarde aujourd'hui par rapport au genre,
bah là, on prend le temps d'aller expliquer. On prend le temps de dire qu'il faut aller dans les écoles pour pouvoir expliquer qu'il y a des personnes qui peuvent se sentir mal dans leur corps et que parce qu'on se sent pas garçon, on se sent pas femme et ainsi de suite. Et c'est exactement les mêmes choses. Si on peut le faire aujourd'hui et si on avait eu cette pédagogie avant, ça aurait évité également pas mal de choses et beaucoup de stigmatisation. Parce qu'à partir du moment qu'on dit on peut pas le faire, ben on va stigmatiser une partie de la population en leur disant ben non ça t'es contre ce qui doit être fait et ainsi de suite, alors que la personne ne comprend pas. Tout à fait. Donc là, il y a effectivement un bon travail à faire dans les Outre-mer aussi là-dessus. Moi, par exemple, dans les Outre-mer, j'en ai pas de ma jeunesse, j'ai pas souvenir de dialogue là-dessus, du point de vue de l'école ou autre, même parental, etc. Nous sommes dans des habitudes culturelles, dans des habitudes de transmission générationnelle, religieuse, culturelle. Et c'est vrai que ce débat, on l'aborde pas et que du coup, là, on vient le faire, là, aujourd'hui. Il n'est jamais trop tard pour le faire. Et nous, association OMA, c'est vrai qu'on s'est lancé dans ce chemin pour pouvoir rencontrer la population au travers de nos événements et pour qu'ils puissent mieux saisir en fait les impacts qu'a cette loi et les nécessités et ce qui en découle par rapport au respect des individus et notamment de sa foi, de la place aussi, on est là pour ce soir parler de la femme, mais de la femme dans toutes ses composantes. Il y a la femme en général, mais aussi la femme lesbienne aussi. Donc c'est avoir aussi, voilà, savoir aussi comment se positionner entre sa religion et la loi. Et ça, c'est pas évident. Et juste, je rectifie tout à l'heure, c'est 1er juillet 1901, sous la loi des associations, qu'il n'y ait pas d'erreur, hein. C'est 1er juillet 1901, pour rectifier mon propos de tout à l'heure. D'accord. Alors, il y a quelqu'un qui intervient sur le live, qui, semble-t-il, t'a rencontré sur un séminaire. C'est l'OSFAB, qui précise qu'effectivement, c'est une loi universelle, ce dont tu viens de parler. Donc l'OSFAB, n'hésite pas à tapoter ton écran. Déjà, merci d'avoir rejoint le live. Et si tu veux monter pour poser des questions en direct ou à Carole Carrière ou à David Andrew, n'hésite pas, tu peux le faire avec le petit icône juste en bas pour demander à être invité sur le live. Et Nelly, j'ai cru voir Nelly aussi là. Donc Nelly, si tu nous entends, clique sur le petit icône rose et bleu, comme vient de le dire, communicard, pour pouvoir monter dans le live et te présenter aux abonnés si c'est bien toi, Nelly. Oui, c'est bien elle. Elle a précisé que c'était bien elle. Voilà, Agnès Nelly Ipon-Blambou, donc la présidente de l'association L'Essentiel d'Outre-mer et d'ailleurs. Donc le temps qu'elle monte aussi, on va pouvoir continuer. As-tu quelque chose à rajouter sur ce point de présentation de la loi, Carole? Alors, s'il y avait autre chose à préciser, et puis on a parlé, tu as parlé de la femme lesbienne, mais si on devait parler de l'homosexualité, c'est quelque chose qui a toujours existé. Oui. Oui. C'est quelque chose qui a toujours existé, ça a toujours été comme ça, même au temps des Romains, on demandait, bah, tu préfères un homme, une femme, c'est quelque chose qui a toujours existé, et qu'en fin de compte, du jour au lendemain, sous couvert de la laïcité, on a diabolisé plein de choses, on a interdit des choses, jusqu'à mettre les gens en prison par rapport à leur choix sexuel. C'est pas sous couvert de la laïcité, c'est sous couvert de la religion et qui a été voilà, c'est pas sous couvert de la laïcité est devenue en 1905, mais l'interdiction par rapport à l'homosexualité, c'est dans les années 400 et quelques, c'est la religion, hein, c'est pas la laïcité, ça n'existait pas encore, Carole. Hein. Ouais, mais c'est vrai que ça a été diabolisé. Ça, on est clair là-dessus. C'est diabolisé, et comme Carole l'a dit, c'est vrai qu'on le dit pas par rapport à l'homosexualité, ça a toujours existé en Afrique. On a publié aussi un article là-dessus. Ça existait au Cameroun, au Niger, voilà, il y a un peu partout en Afrique, c'était même codifié, donc vous pouvez retrouver cet article aussi dans nos différentes publications pour pouvoir éveiller vos consciences, parce que c'est aussi le but de cette démarche aussi de live et d'événements, c'est d'éveiller aussi les consciences, que les gens puissent se rendre compte qu'aujourd'hui ils sont dans une certaine réalité, mais il y a aussi une réalité historique, et s'il y a eu des changements, ces changements ne viennent pas de nulle part en fait, hein. Donc c'est essentiellement religieux, que ce soit catholique, le christianisme pour ce qui concerne les Outre-mer et une partie de l'Afrique, et aussi la religion islamique, parce qu'il y a eu 13 siècles quand même, 13 siècles d'esclavage. C'est vrai que ça aussi on n'en parle pas, et ça a pris le pas, la religion musulmane aussi a pris le pas sous les traditions ancestrales, sous les mœurs ancestrales, et qu'aujourd'hui même le peuple noir est mal à l'aise avec sa propre histoire.
et on ne peut pas nier son histoire, même si aujourd'hui on accepte de croire en autre chose, mais il y en a son histoire qui est la nôtre. Donc pourquoi censurer notre histoire alors qu'on demande aux autres de reconnaître cette dernière? Donc il y a aussi cela aussi. Donc en tous les cas, on est dans l'éveil des consciences et il faut vraiment que chacun puisse savoir que l'homosexualité a toujours existé. Et c'est pas, on aime souvent dire, comme tu le disais tout à l'heure, par rapport aux Grecs, ça a commencé, il y a eu un léger changement aussi avec les Romains qui avaient une vision un peu différente de l'homosexualité aussi là-dessus, qui avec leur côté guerrier, etc. Mais en tous les cas, ça a toujours existé. C'est une composante de la nature humaine, comme on le retrouve aussi dans le monde animal. Donc, donc il faut que les gens, à un moment donné, arrivent à faire la part des choses entre la réalité, je sais pas comment le dire, hein, puisque tout le monde pense que dans une réalité, mais en tous les cas, les faits réels qui existent et les croyances qu'on peut avoir, en fait. Et que tout le monde peut vivre dans une communauté républicaine qui accepte l'autre, qui respecte les choix de l'autre, sachant que l'homosexualité n'est pas un choix, c'est un en toute liberté, voilà, en toute liberté, avec égalité. Pas un choix. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? On est juste tous des individus. Que dis-tu, Carole? On est juste tous des individus à part entière, tout simplement. Exactement. Donc, s'il n'y a plus de remarques, là, on va passer à l'autre volet du point, c'est-à-dire on va essayer de faire le lien, quel lien qu'il y a, existe-t-il un lien entre la laïcité et la femme? On y vient? Alors, la laïcité comme levier d'aide au respect des droits des femmes. Et après, Carole va nous donner sa vision aussi par rapport à ses actions et par rapport à son expertise aussi de docteur. Donc, sur la base du rapport d'information, la laïcité garantit-elle l'égalité femmes-hommes? Rapport d'information numéro 101 2016-2017, déposé le 3 novembre 2016. Comme ça, s'il y en a qui veulent faire des recherches pendant que je fais la lecture de cette présentation, vous pourrez avoir les éléments en live et pouvoir être plus percutant dans les échanges. Donc, on va pouvoir apporter des éléments de réponse sur le lien entre laïcité et la femme. Donc, au début du rapport, la délégation dit ceci. La délégation estime souhaitable, pour contribuer à la lutte contre les menaces qui affectent aujourd'hui les droits et libertés des femmes, de réaffirmer dans tout notre système juridique le principe d'égalité entre femmes et hommes qui constitue une dimension essentielle de la laïcité. Pourtant, au demeurant, la loi du 9 décembre 1905 dans sa rédaction, ne faisait pas état de l'égalité entre les femmes et les hommes spécifiquement. Alors, pourquoi une telle déclaration de cette délégation? Avant d'y répondre, remontons le temps jusqu'à nos jours afin de se rendre compte de l'évolution de l'acquisition des droits des femmes au sein de la société française. Et là, je vais vous faire lecture et vous allez voir, hein, qu'on n'a rien que ce qu'on peut reprocher à certaines personnes ou à certains peuples. Nous, en France, on a été pire. On a été pire ou on a fait pareil. Donc, du coup, on a gravi des échelons, on a évolué là-dessus. La législature a évolué, les postures ont évolué, mais néanmoins, on a aussi été, par rapport à la femme, très castrateur en France. Et aujourd'hui, elle se libère et on souhaite qu'elle soit aussi égale à l'homme, telle qu'elle est déjà, surtout que c'est elle qui enfante l'homme. N'est-ce pas, Carole? Comme tu l'as dit au tout début. Alors, il faut savoir que le droit de vote et d'éligibilité a été refusé jusqu'en 1944 pour les femmes. Parité politique instaurée seulement en 2000. La femme était sous tutelle de son mari comme mineure jusqu'en 1939. Elle devait avoir l'autorisation de travailler par son mari jusqu'en 1965. Elle était sous l'autorité parentale était uniquement pour le père jusqu'en 1970. L'égalité salariale reconnue en 1972, mais encore inégalement appliquée. L'accès à la contraception jusqu'en 1967 avec la loi Neuwirth. L'avortement totalement interdit, hein, jusqu'à la loi de Simone Veil de 1975.
La criminalisation du viol conjugal également reconnu pénalement est reconnu pénalement maintenant. Vous voyez, la dépénalisation de l'homosexualité le 4 août 1982 pour ce qui concerne les femmes lesbiennes. La loi contre les violences faites aux femmes ont été renforcées progressivement depuis les années 2000 avec un accès à certains ordres et décorations. En exemple, l'Académie française qui a été ouverte aux femmes seulement en 1980. Vous vous rendez pas compte un peu, c'est quand même extraordinaire. Et pour les femmes homosexuelles précisément. Donc en 1999, donc création du PACS, partenariat civil ouvert aux personnes de même sexe. 2013, ouverture du mariage et de l'adoption aux couples homosexuels. Et 2021, ouverture de la PMA, procréation médicalement assistée, à toutes les femmes, y compris les couples lesbiens. Et en 2024, donc liberté à recourir à l'IVG, inscrit dans la Constitution, et qui bénéficie aussi aux femmes lesbiennes, n'est-ce pas? Et comment on parle d'homosexualité féminine, donc on va aussi retracer un peu leur histoire, puisqu'on parle de la femme dans toutes ses composantes, n'est-ce pas? Donc du Moyen-Âge au XVIIe siècle, c'était la condamnation de l'Église pour ce qu'ils considéraient comme contre nature. Donc il y avait des pénitences ou des excommunions par rapport quand la femme était prise en flagrant délit par rapport à ça. Les lesbiennes, lors des procès, sont jugées hérétiques ou sont prises ou sont considérées comme sous l'emprise de sorcellerie. Ils avaient une vie sexuelle niée ou effacée avec des sanctions religieuses et sociales. Néanmoins, cela était toléré au XVIIe siècle, mais uniquement dans les cercles aristocratiques. Mais pour autant, ces femmes, même en étant aristocratiques, étaient moquées par leur père. Du XVIIIe siècle au XXIe siècle, les lesbiennes étaient décrites comme déviantes. En 1791, il y a eu une dépénalisation de l'homosexualité par le Code pénal révolutionnaire. Pour autant, les femmes lesbiennes demeuraient invisibles et marginalisées. Il y avait également une police des mœurs au XIXe siècle, et c'était reconnu comme une maladie, et c'est où on a vu en fait la naissance d'un discours médical, psychiatrique, pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passait, puisque voilà, pour appuyer en fait le volet de discrimination, donc il y a des essais qui ont été faits là-dessus. L'âge de consentement sexuel, qui est de 21 ans sous Vichy, était de 15 ans pour les lesbiennes. D'accord, donc vous voyez un peu, 15 ans, pardon, et 15 ans sous Vichy était de 15 ans pour les hétéros, 15 ans pour les hétéros et 21 ans pour les lesbiennes. Et c'était considéré également comme un fléau social par la loi Debré de 1960. Et dans les années 1970, il y a eu l'émergence de mouvements de féministes et de lesbiennes. Et en 1982, l'âge de construction sexuelle a été comment dirais-je, équilibré sur celle des hétéros. Donc là, l'égalité est venue de ce moment. Et de 1999 à 2024, donc c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, le PACS, le mariage, l'adoption, la PMA et l'IVG, qui les concernent aussi. Voilà pour ce qu'on peut dire là-dessus. Sur cette partie, est-ce que tu peux nous donner ton avis d'expert sur tout ce qui a été dit, Carole? Très grand sujet. Alors, il y a beaucoup de choses à dire. Je vais commencer par la première. Malheureusement, les femmes, jusqu'à aujourd'hui, une femme intelligente, c'est une démente. Lorsque une femme déjà d'une, elles n'avaient pas le droit à la parole, elles n'avaient pas le droit de donner leur avis. Il y avait des cercles masculins, les cercles féminins ont commencé à partir des années 40. Et voire très peu, c'était des cercles qui étaient fermés où les femmes se cachaient pour parler entre elles, puisqu'il faut savoir qu'à l'époque, lorsqu'il y avait plus de 3 femmes qui parlaient entre elles, elles étaient mises en prison. C'était considéré comme de la conspiration. Donc, en fin de compte, ça fait très longtemps que les femmes se battent pour avoir la parole, se battent pour pouvoir exprimer ce qu'elles ressentent, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a énormément d'études, même sur les maladies, ou même sur les traitements de cancer, et malheureusement ça continue, que ce soit sur les territoires d'outre-mer et également en Afrique, où lorsqu'on a des femmes qui ont des douleurs, et elles se plaignent de douleurs, on leur dit que c'est rien, que ça va aller, et en fin de compte, quand on décèle la maladie, il est trop tard. Il leur reste très peu de mois à vivre,
parce qu'on ne prend pas en considération, on ne prend pas la même considération que si c'est un homme qui va aller chez le médecin. Et là, il y a des études là-dessus, tout le monde peut aller les chercher. C'est que lorsque un homme va chez le médecin pour des douleurs dans le dos ou à l'estomac répétées, on va lui faire des radios. À la femme, on va lui donner des médicaments, on va lui donner du Spasmo et on va lui dire de rentrer chez elle. Sauf que malheureusement, on a des maladies qui se déclarent. Donc, au-delà du côté, on a le côté scientifique, on a le côté intellectuel, où là, pas le droit de parler, où la femme, elle était, c'est les cuisines, pas autre chose que les cuisines. Il faut savoir que j'ai fait 5 ans au Togo, il y a des parties de l'Afrique, il faut savoir que, aujourd'hui encore, les femmes doivent demander l'autorisation à leur mari pour travailler. Lorsqu'elles ramènent leur salaire, c'est le mari qui récupère le salaire. Elles n'ont pas d'autonomie financière. Et ce n'est pas qu'en Afrique, c'est également aussi aux Antilles. On a encore ce problème-là. Et c'est pour ça qu'on travaille vraiment sur tout ce qui est violence financière, parce que c'est une vraie violence. Et en fin de compte, c'est pouvoir libérer les consciences et se dire que chaque personne a le droit aujourd'hui, a le droit d'aller travailler, a le droit de s'instruire, a le droit de faire les choses. Pendant longtemps, on donnait la priorité aux garçons pour aller à l'école. La priorité aux garçons pour faire des études. Une jeune fille, même si elle était intelligente, elle ne pouvait pas aller au-delà de la 3e. Parce qu'il fallait payer, ça coûtait de l'argent. Donc on lui expliquait, dès l'âge de 12 ans, il faut que tu sois dans la cuisine, il faut que tu vois avec maman, il faut que tu apprennes à cuisiner, parce que tu vas être une bonne épouse et tu vas être une bonne femme. Et au-delà de ça, parce que tout à l'heure on parlait de l'homosexualité, ça a été... On n'en a pas voulu alors que ça a toujours existé, mais par contre, on a toléré tout ce qui est inceste. On a toléré et ça, c'est rentré dans les mœurs. C'est rentré dans les mœurs, que ce soit au niveau des territoires d'outre-mer, au niveau national, même au niveau mondial, où lorsqu'on va parler de ça, parce que tu as parlé du viol, mais il y a quand même les violences intrafamiliales, et celle-là, on n'en parle pas. On va toujours dire, ah oui, mais elle, là son enfant, mais l'enfant là, c'est l'oncle qui l'a mise enceinte, c'est l'enfant de tel monsieur, c'est l'enfant de son oncle ou de son frère. Et les gens en parlent avec une telle légèreté, c'est-à-dire que, et il faut que ça cesse. Donc aujourd'hui, avec la libération de la parole, avec les choses qui ont été mises en place et l'avancée qu'il y a, le combat des femmes n'est pas fini. Il est constant. Il est constant parce que si on n'a pas ce combat-là, on ne peut pas protéger nos enfants, on ne peut pas parler de notre histoire, on a une identité. Et cette identité-là, pour pouvoir en parler et la construire et qu'on ait une réelle histoire et un réel patrimoine, il faut qu'on ose dire les choses. Merci beaucoup, Carole. Donc, comme on l'a vu, il y a des droits qui ont été gagnés et tous ces droits, tels que je l'ai expliqué tout à l'heure, en fait, ont été gagnés. Ils n'étaient pas au nom de la laïcité, mais ils s'alignaient dans une communauté qui se voulait plus juste et solidaire et égalitaire et surtout au gré de nombreuses actions de féministes et d'autres acteurs. Et là-dessus, on va revenir sur, on y viendra tout à l'heure, tu parlais des sœurs Naldal. Il y avait Erasme, l'humanisme, qui lui militait pour l'instruction des filles. Donc c'est pour et Louise Abbé, une poétesse également, qui revendiquait pour la femme le droit à l'éducation et à l'indépendance de pensée. La liberté, comme tu disais, quand tu parlais de nos compatriotes africains. Et Marguerite aussi de Narva écrivait les médecines. Pour elle, c'était l'importance de l'éducation et de l'égalité des sexes. Donc, elle défendait aussi cela par rapport aux femmes. Madame de Rambouillet, Madame de Sévigné, pour les salons littéraires des femmes. Olympe de Gouges, qu'on a cité au préambule, donc 18e siècle, avec sa déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. C'est une femme de lettres, dramaturge, accusée d'attenter à l'indivisibilité de la France, de la République, qui sera condamnée à mort par la terreur qui a duré de 1792 à 1794. On en avait parlé lors du premier live. Donc elle a été condamnée donc le 3 novembre 1993. Elle a été la deuxième femme guillotinée après Marie-Antoinette, à qui d'ailleurs elle dédie sa déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Et dans un registre de femmes qui voulaient faire lumière de l'apport des Noirs à l'humanité et créer des ponts entre les Noirs du monde. Donc tu l'as cité tout à l'heure, Carole, c'était les sœurs Nardal, n'est-ce pas? Les sœurs Paulette Jeanne et André Nardal qui ont marqué leur époque et laissé leurs traces. Et plus récemment, donc on a aussi Simone Veil,
qui a été magistrate, femme d'État, avec la loi du 17 janvier 1775 par rapport à l'avortement. Et également Christiane Taubira. Hein. Christiane Taubira, ancienne députée, garde des Sceaux de la Justice, par rapport à la loi du 21 mai 2001 sur la reconnaissance de l'esclavage comme crime contre l'humanité, mais également avec la loi du 23 avril 2013 permettant le mariage pour tous des personnes de même sexe, donc notamment aussi les femmes lesbiennes. On peut continuer aussi la réflexion sur le lien femmes et laïcité au travers d'Elisabeth Badinter, qui est une femme de lettres, féministe et spécialiste du siècle des Lumières. Qu'est-ce qu'elle nous dit, Elisabeth Badinter? La laïcité est la condition sine qua non de la libération des femmes, car elle les soustrait à l'opposition qui pèse sur elles dans les trois religions monothéistes. Et Jean Baudreau de rajouter, lui c'est un historien, sociologue, professeur émérite et spécialiste de la sociologie des religions et fondateur de la sociologie de la laïcité. Qu'est-ce qu'il nous dit? La laïcité se trouve engagée dans un combat essentiel, celui de l'égalité des sexes. Donc nous l'avons dit d'emblée, on ne peut pas faire de lien entre femmes et laïcité. Pour autant, le volet égalité femmes-hommes s'y est intégré au travers des actions de l'État contre la lutte contre les extrémismes qui nient le droit des femmes en général, on en parlait tout à l'heure avec Carole, et des femmes aussi homosexuelles. Il est aussi important de le notifier, parce que souvent on parle des femmes, donc je précise les femmes en général et les femmes homosexuelles. Regardez dans tous les débats que vous avez quand on parle des femmes, on parle des femmes en général, mais on oublie de dire que dans ces femmes en général, il y a aussi des femmes homosexuelles qui vivent encore des choses pires. Et si il faut parler d'homosexualité de manière générale, pour nos abonnés et ceux qui écouteront après la vidéo, sachez que pour la communauté homosexuelle, la prévalence au suicide est 7 fois plus élevée que le reste de la population. Pour les hommes, c'est 5 à 10 fois plus élevé, et pour les femmes, c'est 2 à 4 fois plus élevé par rapport aux tentatives de suicide. On y viendra à la troisième partie du live, qu'on parlera des chiffres. Donc ça, il faut le savoir aussi. Donc, alors David, excuse-moi, je me permets de t'interrompre parce que nous avons des nouveaux arrivants, dont Redouane qui salue Carole de un jour. Redouane de Un jour une histoire. Donc te souhaite le bonjour. Voilà. Et nous avons aussi Love Closy qui fait une remarque assez juste, qui dit: n'oublions pas qu'il nous est enseigné dès le plus jeune âge que le masculin l'emporte sur le féminin. Bien. Voilà, ça c'est rentré dans les têtes de tout le monde. Le masculin l'emporte sur le féminin et c'est devenu visiblement une loi, alors que pas du tout. Donc c'est pour ça qu'il faut des gens comme nous, et il faut aussi que les politiques portent aussi cette voix de manière plus régulière, parce que c'est vraiment un sujet, comme je disais à Carole, qui est hyper intéressant et qui touche à la vie de nombreuses personnes, et qu'il faut en parler le plus souvent possible et le valoriser le plus possible. Donc ainsi donc, pour reprendre les éléments de la délégation, donc l'égalité entre femmes et hommes est donc non seulement l'une des valeurs fondamentales de la laïcité aujourd'hui, mais aussi, selon la délégation, l'une des conditions de son existence même. Donc on va poursuivre avec Jean Baudreau, que j'expliquais tout à l'heure, qui était historien, et qui nous dit ceci: la laïcité est une laïcité de liberté qui s'est imposée en 1905. D'accord? C'est une laïcité de liberté et de raison. Et d'observer que si jadis, la loi était un rempart contre le cléricalisme d'une religion majoritaire et dominante, donc le catholicisme, elle revêt de nos jours un parti pris fondamental et exigeant contre le refus du communautarisme. Ainsi donc, on le dit de nouveau, le lien entre femmes et laïcité, égalité femmes-hommes plus précisément, est très récent. Pour Philippe Portier, qui est politologue français, directeur d'études à l'école pratique des hautes études et notamment titulaire de la chaire d'histoire et de sociologie des laïcités, ce lien s'est opéré progressivement. Alors, premièrement, dans les années 60-70, avec la pénibilité au travail par rapport aux femmes, avec l'acquisition de nouveaux droits pour ces dernières, et également dans le cadre du remodelage de la notion d'ordre public qui arbitre les libertés religieuses, qui s'étend jusqu'à la notion du vivre ensemble,
donc sort de dignité de l'individu, de l'égalité femme-homme. Et Florence Rochefort, est-ce que quelqu'un sait c'est qui Florence Rochefort? Bon, c'est une historienne, hein, Florence Rochefort. Elle partage également cette analyse de ce lien récent entre laïcité et égalité femmes-hommes, en rappelant que l'affluence que l'affaire des collégiennes de Creil, vous vous souvenez de 1989, hein, les collégiennes de Creil qui avaient été expulsées pour port du voile. Donc, renvoyé pour port du voile n'avait pas été un marqueur du Conseil d'État par rapport au côté égalité femmes-hommes. Hein. C'était vraiment au côté laïcité, même pas, il n'y avait pas forcément d'égalité femmes-hommes. Et que par contre, la commission Stasi, mise en place par Jacques Chirac le 3 juillet 2003, sur l'application de la laïcité dans la République, observait combien l'évolution des termes du débat laïcité en 15 ans avait permis de mesurer la montée en puissance du problème posé par les discriminations contre les femmes en général et de rajouter, pour englober toutes les femmes homosexuelles. Même si lors de ce rapport d'information, tout un chacun avait ses positions, c'est-à-dire qu'il y en a qui étaient pro, il y en a qui étaient moindres, etc., les éléments abordés peuvent être complétés à la lecture du rapport qui montre bien qu'aujourd'hui, le lien entre laïcité et femmes ne peut être nié. Et donc, l'égalité femmes-hommes se part d'un nouvel allié, à savoir la laïcité. La suite, vidéo 2.2.